Pour toi aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que doit être un consultant SEO? On ne suit plus de manière macro la performance de nos clients. On a remplacé par la satisfaction. On est là pour satisfaire des gens, comme un avocat, comme le garagiste. Et souvent d'ailleurs, on se rend compte que les gens, le fit humain avec ton garagiste, avec ton avocat, il est quasiment aussi important en fait que ce qu'il va t'apporter comme service. La première chose qu'on a automatisée, c'est la partie audit. C'est un métier hyper rébarbatif, cette partie du consultant. Mais je pense que la première chose qu'il faut regarder, c'est un conseil qui vaut de l'or parce que je sais que de moins en moins de gens le font, c'est... Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO et entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler automatisation. Aujourd'hui, on va parler IA, mais dans un but tout particulier de vous faire gagner du temps. Tellement que, à la fin de l'épisode, normalement, si vous êtes consultant SEO ou bien consultant dans le web, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton, jouer au baby-foot, attendre 17h et quitter le bureau. Et aujourd'hui, on va tout vous dire avec monsieur François Dragon, fondateur de l'agence SEO WeBloom, qui a pour mojo de passer 80% de son temps à automatiser les tâches automatisables et 20% à donner de la vraie expertise. François, comment vas-tu ? Écoute, ça va super bien. Je suis hyper content d'être parmi les nombreux privilégiés qui viennent parler chez toi. Donc, j'ai trop hâte de parler de ces sujets qui me passionnent depuis de nombreuses années. Donc, voilà, merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et surtout merci à toi de partager après énormément de choses. Juste, vous me connaissez, enfin ceux qui m'écoutent, vous savez que je suis un gamin. Pour me mettre en feu avant cet épisode, j'ai écouté Dragon de Vald et de Sofiane. De Fianso. Pour ceux qui connaissent, voilà, n'hésitez pas en fait à mettre la référence dans les commentaires. Mais pour ceux qui connaissent, les dragons, tout ça, je fume des dragons, tout ça, voilà. Maintenant, François il est là et on va tout vous donner. Bref, voilà, c'était la petite blague que je voulais te faire, François. D'habitude, alors j'ai tout eu en podcast. J'ai eu Dragon Ball, j'ai eu évidemment Game of Thrones, mais j'avais encore jamais eu Val, donc c'est top. Voilà, chez BizCare, nous, on innove. François, écoute, je te propose de te présenter, nous dire un peu ce que tu as fait, ton parcours et en quoi l'automatisation est quelque chose de super important pour toi et pour ton business. Yes, écoute, François Dragon, comme on l'a compris. Je suis le co-CEO de l'agence WeBloom et je suis aussi le directeur SEO de l'agence. WeBloom, c'est une agence qu'on a créée il y a 5 ans avec mon associé Clément Bourdon. Voilà, on aime bien les noms un peu d'animaux dans l'agence. Donc mon associé Clément Bourdon, que vous avez peut-être vu déjà passer sur LinkedIn, il est assez actif. Lui, c'est vraiment le gourou Google Ads. Et donc on a créé l'agence vraiment SEO Google Ads, 50-50. En fait, on s'est retrouvés autour d'une conviction qui était la même tous les deux. C'était qu'on avait, quand on était chez l'annonceur, tous les deux, côtoyé beaucoup d'agences qui venaient tous les ans nous présenter des PDF qui étaient souvent les mêmes avec juste la date qui changeait, qui étaient peu actionnables, mais pas forcément à cause des agences, mais parce que même chez l'annonceur, il n'y avait pas forcément les relais, l'expertise, l'opérationnalité vraiment de mettre en place les recos. Et donc on s'est dit, on va créer une agence hyper opérationnelle, SEO, SIA, qui va vraiment mettre en place auprès des clients et pas juste faire des recommandations. Et donc de là est né vraiment WeBloom et petit à petit pour vraiment rester premium, continuer à être très opérationnel, mais quand même grandir et avoir plus de clients, on s'est rendu compte qu'il fallait automatiser un maximum de choses. Et donc on s'est posé un peu le challenge. Qu'est-ce qu'on peut automatiser un maximum sans jamais sacrifier en qualité de nos recommandations et de nos services. Et donc là est né ce que tu as dit pour m'introduire, c'est-à-dire comment je peux passer le maximum de mon temps à apporter de la valeur ajoutée à mes clients
et sacrifier, en tout cas supprimer toutes les tâches un peu rébarbatives, un peu chiantes, mais que tout consultant connaît, c'est-à-dire faire des extracts Excel, faire des comptes rendus de réunion, faire des recherches V sur Excel pour tous les trucs chiants, mais qu'on doit tous faire à un moment donné quand on fait du search. Voilà. Donc c'était un peu comme ça qu'on est né, et ça marche plutôt bien. Et voilà, on est hyper content de continuer à grandir. Maintenant, on est une petite dizaine à Paris, dans le Sentier, là où je suis aujourd'hui. Et on continue à grandir, mais l'idée, c'est de rester une petite équipe d'artisans premium. Tu vois, on est vraiment, pour reprendre un peu la métaphore, on est vraiment l'artisan au coin de la rue du SEO et du SIA. On veut pas devenir une usine, on veut continuer à être vraiment tu vois, le costume sur mesure, l'artisan qui fait vraiment le meilleur SEO, le meilleur SIA. Et pas trop grandir au point de sacrifier en quantité et en qualité, quoi. Franchement, ton positionnement, enfin votre positionnement, parce que t'es pas tout seul, il est quand même ultra intéressant, ultra important à l'heure où, effectivement, il y a beaucoup d'agences qui ont popé ces 4-5 dernières années. C'est monstrueux, franchement, j'en ai vu beaucoup grandir et beaucoup naître. Enfin, beaucoup naître et beaucoup grandir, c'est plutôt comme ça. Et vous, en fait, tu vois, ce positionnement de on veut grandir mais pas trop être premium, bah en fait, au final, aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'observe du marché, c'est ça qui manque un peu, tu vois. C'est pour ça que, enfin, selon moi, tu vois, moi, je suis pas mal appelé, en fait, en tant qu'indépendant, sur des comptes, parce qu'en fait, ils ont besoin de quelqu'un qui fasse avec eux et pas d'une usine, tu vois. Donc, du coup, en fait, limite, le fait que, voilà, enfin, le fait que vous disiez, voilà, moi, mon positionnement, c'est premium, l'artisan du coin de la rue, tu vois, Ouais. je pense que vous avez un très bon coup à jouer là-dessus, pour vous développer et surtout faire du bon travail, tu vois. Ouais, tu vois, mais après, c'est pas pour critiquer, je pense qu'il faut des usines aussi. Tu vois, c'est comme dans les voitures. Il faut l'usine Tesla qui fait 150 000 voitures par mois, et comme il faut des agences en capacité de délivrer et de mettre, tu vois, des consultants en régie à la défense, tu vois, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Et ça, il en faut. Donc, il faut toujours des grosses agences comme ça. Mais quand tu as une Porsche et que tu veux vraiment aller faire une réparation, bah, tu vas avoir plutôt ton spécialiste Porsche au garage local que tu connais depuis 10 ans. Nous, on a très peu de churn. On a la plupart de nos clients, on les a depuis 2-3, voire certains depuis la création de l'agence. Donc, tu as besoin d'avoir ton artisan qui est pas forcément le moins cher, mais qui t'apporte vraiment de la valeur et que tu as en face aussi. On a une relation très privilégiée, parfois présentielle aussi avec nos clients. Donc je pense que c'est notre positionnement, et ça nous permet de récupérer beaucoup de clients qui soit ont été déçus par les usines, soit juste n'ont pas besoin d'une usine, tout simplement. Et du coup, justement, tu vois, quelles sont les clés de succès d'une agence qui se veut être l'artisan du côté de la rue? Parce que le SEO, en fait, en soi, on n'invente pas, tu vois, donc il y a les grands principes qu'on suit. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, que vous avez ce côté artisanat qui fait que les clients se disent, ah ouais, en fait, moi, je préfère bosser avec WeBloom plutôt qu'avec une autre grosse boîte, tu vois. Ouais, les clés, on les connaît parce que c'est vraiment ce qu'on s'est fixé comme objectif aussi, nous, tu vois, en tant qu'agence. Les objectifs aussi individuels des gars dans l'équipe. C'est plusieurs choses. La première chose, c'est le taux de satisfaction. Donc, c'est vraiment la première chose qu'on va regarder. C'est, on a un système de couleurs, tu vois, vert, orange, rouge. Tous les mois, on demande à nos clients vraiment, on n'a pas inventé, hein, on demande à nos clients comment ils vont. Et c'est vraiment notre baromètre, et c'est là-dessus que sont objectivés nos gars, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, qui est importante, c'est qu'on a capé, enfin en tout cas on essaye de caper le nombre de clients par consultant. Normalement, ça dépasse pas 8. Voilà, donc c'est un plafond de verre, mais volontaire, qui fait que, parce que quand tu dépasses 8, c'est un chiffre quoi, qu'on a testé, et quand on dépasse 8, la charge mentale, en fait, quelle que soit la taille même du client, hein, la charge mentale d'avoir tous les matins 8 sites à regarder, des positions et tout, est trop forte. Et le corollaire de ça, c'est qu'en fait, la plupart des agences, une agence par définition n'est pas scalable, parce que le business model fait que pour grandir en chiffre d'affaires, tu dois recruter des consultants. Le corollaire de ça, c'est que souvent, les chefs d'entreprise, les chefs d'agence vont calculer et incentiver leurs équipes sur la rentabilité horaire. Et donc, ils vont faire des schémas automatiques dans des sheets, dans des Monday, où en fait, le but du jeu, c'est de passer le moins de temps possible par client,
pour augmenter du coup la rentabilité horaire. Et donc, ce qui fait que tu peux avoir 20, 30, 40 clients par consultant. Si tu passes que 10 minutes par semaine, ça passe. Et donc, si tu factures le client 2 000 € par mois et que tu passes que 10 minutes par semaine, la rentabilité est très forte. Donc, le problème, c'est que quand tu vas là-dedans, nous, en tout cas, c'est notre conviction, si tu fais ça, tu glisses forcément dans la médiocrité. Et donc, nous, on a pris exactement l'inverse. Évidemment, on regarde quand même le chiffre d'affaires. On n'est pas une association, hein, donc on cherche quand même à faire du business. Donc, évidemment, le chiffre d'affaires, le portfolio des consultants est un critère qu'on regarde. Mais c'est avant tout la satisfaction et limiter à 8 le nombre de consultants, le nombre de clients par consultant. Donc, c'est ça, je pense, qui fait que on reste finalement un garage au coin de la rue. C'est que tu n'as que 8 voitures à réparer et tu n'as pas 100 000 Tesla à produire par mois. Et après, on va en discuter parce que pour atteindre ça, évidemment, il y a beaucoup d'automatisation, beaucoup de process de standardisation qui sont possibles. Mais l'humain, lui, au final, et j'espère que ça va durer encore, l'humain, lui, il n'est pas scalable, il n'est pas automatisable. Et donc, c'est sur la qualité qu'il faut jouer plutôt que la quantité. Donc, baisser le nombre de... limiter le nombre de clients par consultant. Tu m'as aussi parlé beaucoup d'humains. Tu m'as aussi dit que tous les mois, vous envoyez une petite enquête de satisfaction à vos clients pour leur demander s'ils sont contents ou quoi. Au final, est-ce que, en tout cas vous, dans votre schéma de réussite, au final, est-ce que c'est pas l'humain que vous mettez au centre de votre activité qui fait que, soit vous avez du bouche à oreille et ça ramène d'autres clients, ou bien soit, comme tu as dit, vous avez des clients qui sont là depuis 5 ans. Ouais, et en fait, c'est un vrai sujet parce qu'en marketing, enfin même en business et en digital, souvent le baromètre des gens, ça va être la performance. Et d'ailleurs, au tout départ, quand on a créé l'agence, on était vraiment très performant. On avait même des business models sur lesquels on est revenu parce que c'était pas du tout rentable, où on gagnait de l'argent que si le mec faisait du business, gagnait des positions, etc. C'était pas rentable parce que souvent les problèmes viennent des clients et pas de nous, et du coup, c'était un business qui n'était pas viable. Donc on était très axé perf, tu vois, et pour nous c'était le baromètre. Et en fait on a changé complètement d'avis. Et aujourd'hui, ça va paraître choquant parce que beaucoup de gens disent ce qui compte, c'est que tu gagnes des positions, c'est que tu fasses du business, etc. Et en fait nous, la performance, on a même supprimé la colonne, je crois, dans nos suivis. On ne suit plus de manière macro la performance comme KPI central de nos clients. On a remplacé par la satisfaction. Et en fait, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des clients qui n'avaient pas de performance, ou en tout cas pas assez, c'est-à-dire des courbes qui stagnaient, voire des déclins, mais qui étaient satisfaits pour autant parce qu'ils voyaient que malgré les problèmes, on était là, on était au charbon, on essayait de lutter contre les changements d'algo, on était là tous les jours à discuter avec eux, au téléphone, donc ils étaient satisfaits. Et donc, pour moi, c'est une réussite d'un point de vue serviciel. Et à contrario, on avait des clients, ça allait bien, les perfs, tu vois, on gagnait plus d'ajouts au panier, on gagnait des positions, mais la gestion de projet n'était pas correcte, le consultant avait peut-être fait des petites erreurs, etc. Le fit humain n'était pas là, et du coup, le client était insatisfait, et souvent, les performances churnaient. Et donc, on s'est rendu compte de quoi, en fait ? C'est simple, on est un métier de service, donc il faut revenir aux fondamentaux. On est là pour satisfaire des gens, comme un avocat, comme le garagiste. Donc, le garagiste, tu vas le voir, c'est pas forcément pour que tu customises son truc, avoir une caisse qui va plus vite, avec genre des baffes à l'arrière, tu vois. Même si je respecte ceux qui veulent faire ça. Tu vas le voir parce que tu veux être satisfait du service, voilà, tu veux que ta caisse fonctionne. Et souvent d'ailleurs, on se rend compte que les gens, le fit humain avec ton garagiste, avec ton avocat, il est quasiment aussi important en fait que ce qu'il va t'apporter comme service. Et donc ça, quand on a changé ça, et quand on a fait de la satisfaction le KPI central, ça a vraiment tout changé. Et du coup, on regarde, ça paraît débile, hein, mais nous, en tout cas, en tant que responsable d'agence, on regarde beaucoup moins la performance. En termes évidemment, après, on sait qu'il y a des vases communicants. Et bien sûr. Bien que dans la plupart des cas, la performance va induire de la satisfaction. Mais bien sûr. Tu vois, ça change quand même les choses, de regarder de manière macro uniquement la satisfaction. Et je pense que c'est ça qui fait aussi notre réussite et qui fait que les clients y restent. Et je n'ai pas calculé depuis longtemps la moyenne, mais je pense que la durée de vie vraiment de nos clients, elle est en moyenne de 1 an et demi ou 2 ans, donc c'est énorme.
Mais waouh, c'est vrai que c'est énorme, hein. Franchement, enfin, pour avoir fait des agences en 1 an et demi, 2 ans, c'est assez énorme, tu vois. Et là, en fait, je te rejoins grave par rapport à quelque chose en fait que moi-même, en fait, je dis aux consultants freelance que je forme, c'est que être consultant, c'est pas celui qui s'y connaît le mieux, c'est pas celui qui s'y connaît le plus, tu vois. Pour moi, en fait, ma définition d'être consultant, c'est un être humain qui écoute les besoins d'un autre être humain et qui fait en sorte de lui apporter une solution à ses problèmes d'humain par le prisme par lequel il t'a embauché, entre guillemets, tu vois. Et du coup, tu vois, mais quand je transmets, tu vois, enfin moi dans SEO Pareto, en fait, dans le programme, quand je transmets, ok, bah on apprend, tu vois, les bases et tout que j'ai pas inventé. Mais par contre, en fait, je mets un gros accent sur la qualité du service, comment tu vas l'appeler, comment tu vas envoyer ton mail, est-ce que tu es proactif avec lui, comment dire, est-ce qu'à la fin des calls, eh ben, tu fais donc un résumé du call, est-ce que tu envoies les chiffres des objectifs à temps, etc. Même s'ils sont mauvais, ça on s'en fout. Mais est-ce que tu fais tout ça? Parce qu'en fait, au final, à la fin de la journée, quand le client il va rentrer chez lui, en fait, au final, en tout cas dans mon observation, il s'en fout des chiffres. Il se dit juste, waouh, telle personne m'a apporté du bonheur, ou bien telle personne m'a apporté du stress. Et au final, tu vois, en fait, au moment de se poser des questions, donc du coup, soit de re-signer, ou bien soit voilà, enfin, de donner une autre direction, un être humain, c'est un être d'abord émotionnel avant d'être rationnel. Il va d'abord prendre tout ça en compte, après se dire, ok, ça c'est cool, mais après, au niveau des résultats, ça va, c'est pas trop mal, vas-y, on continue, tu vois. En tout cas, moi, en tant qu'indépendant, c'est tout ce que, enfin, c'est mon grand secret qui me permet de gagner mes clients, c'est ce que je transmets aussi. Et du coup, c'est assez cool que, enfin, en tout cas, j'ai jamais encore vu d'agence qui fait comme ce que tu me dis toi, donc à savoir, ouais, mettre ça au centre pour pouvoir grandir à son rythme et à son échelle. Pour moi, c'est essentiel, en tout cas c'est notre positionnement, du coup ça fait aussi que dans les gens qu'on recherche dans le recrutement, ça infuse aussi cette philosophie. Et donc c'est pour ça que pour moi, recruter un consultant, c'est d'abord recruter une attitude, une envie de servir, parce que c'est ça, du service. Donc retrouver le sens du mot servir, du verbe servir. C'est clair, ouais. En fait, on se lève le matin, c'est quand même un métier particulier. On se lève le matin, on bosse pas pour nous, on bosse pour les autres. Et ça, tout le monde n'est pas fait pour, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas ce dépassement d'aller un peu se saigner, même si on fait attention aux horaires et tout, mais il y a quand même des moments où tu te fais violence pour les autres. Tu vois, c'est comme un médecin, un avocat, voilà, on fait du service. Donc, c'est d'abord une attitude, et c'est ça que je recherche, des gens qui ont une attitude de satisfaire. Parce que finalement, donc ça c'est plus soft skill, hein, parce que finalement, après, l'apprentissage de l'algo, etc., ça s'apprend. Tu vois, ça met du temps avant d'avoir une expertise forte, mais les bases du SEO, du SIA, en quelques mois, en quelques années, tu les apprends. Par contre, le sens de servir, le sens de vouloir satisfaire les gens, ça c'est beaucoup plus difficile à apprendre. Ça s'apprend, je pense, mais alors moi je n'ai pas encore forcément trouvé la clé, et je pense que c'est beaucoup plus difficile que l'inverse. C'est quand tu as de l'attitude que tu prends de l'altitude. Punchline! Pas un micro là, tiens, regarde. Voilà, on a le podcast. Ouais, c'est bon, voilà, c'est bon. Tu l'as préparé là ou c'est un impro? Ah non, pas du tout, j'ai pas préparé, tu vois, c'était en t'écoutant, j'ai entendu altitude. J'ai entendu attitude. Altitude, bim bam boum. Ouais. Voilà. Je pense que j'aurais dû être MC, je crois. C'est notre rôle, je pense, de patron d'agence. C'est de susciter ça, tu vois, chez les gens, s'ils l'ont pas. Il y en a qui l'ont naturellement, et il y en a qui ont besoin d'être un peu coachés pour que l'attitude fit avec les clients. Et franchement, ça c'est la plus belle réussite quand tu arrives à donner envie à des gens de se dépasser pour les autres et les satisfaire, et que ça marche, et que tu vois la couleur verte à la fin du mois sur la satisfaction client. C'est le plus beau, c'est clair. Franchement, félicitations. Franchement, c'est tout à votre honneur, et je vous souhaite une giga réussite encore autour de ça. Je vous souhaite des millions d'euros, mais en continuant d'être humain, of course. C'est ça le challenge, et c'est pour ça qu'on va en parler. C'est comment tu fais
des millions. Bon, après, voilà, j'ai pas pour objectif de faire 100 millions comme d'autres. Mais en effet, on n'est pas une association à but non lucratif. Donc, on a quand même envie de faire un peu d'argent. Sinon, ça n'y aurait pas autant quand même. Mais comment on fait pour faire ça sans du coup être 200 et sans perdre en qualité? C'est vraiment l'enjeu principal d'une agence qui est à peu près à notre stade. Et donc, on va y revenir. Mais c'est de développer des process et des standards pour réussir quand même à grandir sans forcément doubler ou tripler en nombre de consultants. Franchement, là, tu as une approche de post LinkedIn qui va convertir. Comment j'ai fait 100 millions en n'embauchant pas et en étant ultra quali dans mon service? Ouais, alors attends, parce que là, ça sonne un petit peu comme les infotainers sur TikTok, mais c'est compliqué. J'avoue. La scalabilité d'une agence, c'est compliqué. Je pense que il faut le dire parce que je discutais l'autre jour dans un autre podcast qui était intéressant aussi sur justement la productisation des agences et comment aujourd'hui les jeunes sont plus intéressés par lancer des SaaS et des formations que des agences parce que c'est plus rentable, etc. C'est vrai qu'une agence par défaut n'est pas scalable, tu vois. C'est plutôt un modèle. Tu recrutes, chacun gère 10-15 et tu fais un multiple et tu sais combien tu vas faire de chiffre d'affaires. C'est aussi moins stressant hein, parce que du coup les courbes tu les traces assez facilement etc. Mais c'est moins rentable et ça va moins se vendre à terme. Donc c'est pas tu vois, l'appât du gain doit pas être la raison principale de faire ce métier. Il faut avoir une dimension comme je disais servicielle, il faut avoir envie de bosser pour les autres. Mais moi, je suis persuadé qu'on peut faire quand même de l'argent et je suis pas le seul à le prouver. Il y a plein d'agences qui réussissent bien en ce moment. Le truc, c'est que la plupart de ces agences, si tu regardes et si tu leur demandes, soit ils sont sur une track où ils vont être achetés par plus gros, où ils ont déjà été achetés. Il y a eu pas mal de cas récents d'agences qui ont été rachetées. Soit ils sont sur un track où ils disent objectif 30 consultants, puis 50, puis 100, et du coup, ils grandissent comme ça. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, je dis pas qu'on sera jamais acheté, tu vois. Je vais pas faire des promesses comme ça et puis après elles seront pas tenues. Mais c'est pas le but, c'est de grandir tranquillement, mais de rester une vingtaine max, mais tout en faisant 2, 3, 4, 5 millions d'euros. C'est l'objectif dans les prochaines années. Et je pense qu'on est bien parti pour le faire. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que c'est trop demandé de donner des chiffres de WeBloom là en 2023-2024? Non, on est assez transparent. Tu sais, nous, on est transparent surtout. On a une grille de salaire. Donc tout le monde sait combien ils gagnent. On donne le chiffre d'affaires à nos consultants tous les trimestres. On a des objectifs chiffrés. Voilà, tout est très transparent. Puis j'ai déjà dit à plein de gens combien on avait fait. En plus, c'est facile quand même de trouver si tu creuses, si tu as vraiment envie de savoir, parce que tout est public. On avait fait 1,6 million l'année dernière. Mais avec une marge qui était assez faible parce qu'on a beaucoup de refacturation, notamment de backlinks, etc., de contenu. Donc, c'était un beau chiffre, mais qui n'était pas forcément représentatif de la réussite. Cette année, on va faire moins. Enfin, je parle 2023, hein, parce que là, on est en train de faire les comptes. On va faire moins, mais avec une marge meilleure. Ok. Et comme on sait, dans le métier des agences, enfin, ceux qui ne savent pas, il faut qu'ils le sachent, la valeur d'une entreprise de service, en tout cas d'agence, c'est plutôt un multiple de l'EBITDA, c'est-à-dire de la marge nette avant amortissement. Donc c'est évidemment ça le plus important. Et là, ça va mieux cette année. Donc le chiffre d'affaires a baissé, mais la marge a augmenté. Et cette année, on est parti pour faire une super année 2024. On a déjà signé beaucoup de clients là en janvier. Puis comme on a peu de churn, historiquement, c'est plutôt... on est plutôt sur une très bonne traîne. Magnifique, bravo. Bah justement, tu vois, je pense que la transition elle est nickel et toute trouvée. Parce que tu vois, en fait, là, c'est un peu paradoxal. Tu me dis en fait que que vous avez signé des clients, puis en même temps, tu me dis que vous êtes l'artisan du coin. Donc j'imagine que vous avez dû optimiser les process, ou bien vous avez dû mettre en place des choses qui font que vos clients sont contents, mais vous déchargez quand même de pas mal de tâches rébarbatives et tout, tu vois. Ouais. Et en fait, voilà, quand on avait discuté, c'était un peu ce qui m'avait bien plu chez vous. En gros, aujourd'hui, comment vous faites pour justement vous dégager un maximum de temps pour vos clients, pour qu'ils soient contents, donc du coup, pour que vous puissiez mettre le service
au centre de ce que vous faites et automatiser un maximum de choses qui n'apportent pas nécessairement de la valeur à vos clients. Ouais, c'est exactement ça. Donc en fait, notre leitmotiv, c'est tout s'automatise sauf l'expertise. Donc il y a la punchline encore. Oh là 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 là, altitude, attitude, automatise, expertise. C'est moi qui l'ai trouvé. Je suis très fier de cette punchline, cette catchphrase. Donc il y a un cœur d'expertise que tu peux pas automatiser. En tout cas, peut-être qu'il y a des choses qui s'automatiseront dans le futur, mais pour l'instant, ça ne s'automatise pas. Donc c'est quand tu discutes avec ton client, quand tu comprends ses personas, quand tu challenge sa stratégie, quand tu lui dis bah ouais tu devrais recruter un dev, etc. Le côté vraiment conseil, discussion avec le client, ça s'automatise pas. Donc c'est ça qui doit te prendre le plus de temps dans la semaine. Okay, donc quand tu prévois ta semaine le lundi, tu es consultant, tu prévois ta semaine. Le cœur de ton métier, là où tu dois passer du temps, c'est ça. C'est les calls clients et c'est les to-do, voilà, faire en sorte que le client fasse bien ce que tu lui as dit et répondre à ses mails, répondre à ce coup de téléphone et assurer les calls clients. Ça, jusqu'à présent, en 2024, c'est pas automatisable. Tout le reste, du coup, on essaie de trouver des moyens de l'automatiser. C'est comme ça qu'on peut grandir en nombre de clients et sans que nos consultants finissent après 19h et sans que on soit tous dans les conditions de travail sympas. Comment on fait ça? En fait, c'est à tous les niveaux. On s'est posé la question. Alors, c'est pas genre d'un coup de baguette magique, on s'est réveillé, on s'est dit on va automatiser ça, ça et ça. Ça a pris du temps. Ça a pris 5 ans en fait, depuis la création. Depuis la création de l'agence, on a commencé à automatiser des choses bien avant que ce soit la mode. La première chose qu'on a automatisée, c'est la partie audit. Quel cœur du SEO. On s'est posé la question comment tirer un trait sur tout ce qui est fichier Excel, extract de mots-clés, formule, recherche V. Souvent, les listes de mots-clés, tu vois, tu en sors sur SEMrush ou sur Ahref, elles sont limitées à 1000. Du coup, tu dois sortir genre 15 exports, ensuite les regrouper entre elles. C'est un métier hyper rébarbatif, cette partie du consultant. Donc, c'est la première chose, dès 2018, dès 2019, c'est la première chose qu'on a fait. C'était moi, au départ, tout seul, vraiment, qui développait en R et en Python. J'avais lu d'ailleurs des super tutos à l'époque de Vincent Terrazi, que je salue parce qu'il est toujours dans le game. Et il est passé dans mon podcast aussi. Eh ben voilà, super. Donc c'est un mec brillant. Il m'a beaucoup inspiré. Je pense qu'il le sait même pas, tu vois, parce qu'on a dû se croiser, mais on n'a jamais vraiment échangé là-dessus. Donc, du coup, tu as fait sa formation à l'époque ou pas? Non, j'avais juste lu ses billets de blog et ses tutos et ses GitHub, tu vois. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est ça, c'est automatiser tout ce qui est regroupement de mots-clés, corpus sémantique, détection des intentions de recherche. Donc ça nous a fait gagner un temps fou. Toujours sur les audits, ensuite on a automatisé tout ce qui est audit technique. Souvent, on lance un audit technique avec un Screaming Frog ou avec d'autres outils. Ça te prend un temps fou ensuite, pareil, de faire les exports CSV ou autres et de tirer de l'intelligence. Donc on a essayé d'automatiser ça. Donc nous, on lance un audit technique depuis notre app et sur notre serveur directement, ça lance un audit et ensuite l'info est directement traitée. Donc tu as directement un Google Sheets qui est créé avec voilà, les 404, les pages orphelines, les problèmes de hreflang, enfin tous les sujets du SEO déjà traités et surtout historisés. Nous, on a choisi de le faire toutes les semaines. Voilà, ça pourrait être tous les jours si sur des clients un peu plus touchy. Après, je crois que sur des clients un peu violents et tout, tu leur prends une licence on crawl ou autre, ce sera bien mieux que nous. Mais pour la plupart de nos clients, ça suffisait d'avoir un fichier Google Sheets avec la totalité des infos. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a automatisé. Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un audit comme ça qui tourne en automatique et qui vous sort l'Excel comme ça avec toutes les choses. Ouais, et même un alerting par mail, tu vois, pour le consultant. Donc, qui peut tout de suite alerter son client. Donc ça, c'est l'audit technique. Et après, voilà, on a continué comme ça, de fil en aiguille. On a automatisé à peu près tous les audits SEO, audit éditorial, audit backlinks. Tout ça est historisé. Donc en gros, ça permet d'un gain de temps de fou au départ déjà, quand tu lances le client, parce que tu commences ton audit, tu as déjà énormément de bases de data retraitées. Et ensuite,
tous les mois, toutes les semaines, les audits tournent, vivent leur vie. Donc la data est fraîche. Donc, le nombre de backlinks, l'optimisation des encres, tu regardes ton data studio, tu n'as pas besoin à chaque fois, le consultant n'a pas besoin de relancer un audit tous les mois ou tous les trimestres pour mettre à jour l'information. Donc ça, c'est un gain de temps de dingue dans la durée de vie du projet. Ah, de fou, ouais. Ah, mais c'est clair que si tu signes par exemple un client sur 2 ans, enfin, sur la partie mots-clés, il faudrait que tu fasses un audit au minimum une fois par an, tu vois. Si là, tous les mois, 2 mois, 3 mois, et tu as la data fraîche qui sort, mais c'est clair que. Ouais. Bon, allez, je te fais un calcul rapidos. Un audit, si t'es bon, ça te prend à peu près 2-3 jours à faire. Allez, on va dire 3 jours. Voilà. Si tu le fais, si ça se lance automatiquement, allez, on va dire 10 fois par an, t'as gagné trop. Punaise, t'as gagné 1 mois dans l'année. Et je pense que ça nous permet de. Tu vois, comme on est sur un truc de qualité, en fait, on passe plus de temps au début. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, vas-y, on va faire du low cost et on fait on signe des clients à 300 balles par mois et on fait du full auto. On pourrait. Et d'ailleurs, je vais pas te cacher que j'ai déjà été approché par des gars qui me disent, on vous achète, mais par contre, vous allez devenir l'agence qui fait des audits SEO comme des petits pains, parce que je leur avais expliqué la tech qu'on avait derrière. Et donc les mecs ont tout de suite vu le potentiel. Ah oui, mais attendez, vous êtes en capacité de faire 300 audits par semaine, on va les vendre à 300 balles, on va être riche. Sauf que nous, c'est pas du tout notre ADN, comme tu l'as bien compris, et comme je depuis tout à l'heure. Donc nous, on s'est plutôt dit, non, en fait, le fait d'automatiser, ça nous permet de passer plus de temps au début, parce qu'on sait qu'on en passera moins après. C'est vraiment le tout s'automatise sauf l'expertise. On sacrifie pas à la qualité, au contraire, ça nous permet de gagner en qualité, parce qu'on va passer moins de temps à faire des trucs chiants dans 2 mois. Ça a été la brique centrale, la première chose qu'on a automatisée. Et puis en fait, tous les mois, enfin tout le temps, on est tout le temps en train d'ajouter des choses. On a ajouté là récemment le keyword overlap. Donc on détecte que des mots-clés ont les mêmes SERP, ou quasiment les mêmes SERP, mais à l'échelle. Tu vois, on le détecte sur des milliers de mots-clés et sur donc le top 100 par mot-clé. Et donc automatiquement, en fait, on peut regrouper les mots-clés ensemble par intention de recherche. Et donc, pour éviter la cannibalisation, désolé, on rentre dans des trucs un peu deep là, mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont experts SEO, ils savent très bien de quoi je parle. C'est que souvent, tu travailles des mots-clés, en fait, les mots-clés sont différents, mais c'est la même intention de recherche qui se cache derrière. Ouais. Et donc, ça doit être la même page que tu fais. Sauf que tu le sais pas au début quand tu lances l'audit. Nous, notre audit, dès qu'on le lance, automatiquement, on appuie sur un bouton, hop, il nous sort un fichier Excel retraité par intention de recherche, et non plus par mots-clés. Donc le gain de temps, et même c'est même pas qu'un gain de temps, c'est que même je pense des gars qui le font à la main ne vont pas à ce niveau de qualité que nous on a automatiquement. Surtout que derrière, tu vois, au moment de faire ta restitution, tu peux dire direct. En fait, tu peux classer en fait tes actions par intention de création de page, tu vois, plutôt que par mots-clés en fait, tu vois. Ouais, mais t'imagines en fait le gain de temps, parce que par exemple SEO définition et c'est quoi le SEO, 2 mots très différents sémantiquement. Et j'ai n'importe quoi, c'est un hasard, c'est peut-être pas le cas, mais c'est peut-être la même SERP. En tout cas à 30-40% de keyword overlap. Donc il faut une seule page, pas 2. Ça, quand tu le fais, quand tu analyses des dizaines de milliers de mots-clés, ça te prend un temps fou de requalifier ça et d'éviter la cannibalisation. Et souvent, la plupart des consultants SEO, on va dire low, medium, le font pas, on va pas se le cacher, et les meilleurs le font, mais ça leur prend 2 semaines. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un temps... ça, c'est récent. Donc, tu vois, on a évolué en 5 ans. Au début, c'était vraiment la clusterisation un peu bancale en 2018. Et aujourd'hui, maintenant, on fait des trucs de dingue. Waouh. Et on est hyper fiers, tu vois. Donc, ça a pris du temps. Mais je pense que si quelqu'un se lance aujourd'hui, il ne prendra pas 5 ans parce qu'il y a tellement de tutos, il y a tellement de choses, il y a tellement de... Puis avec l'IA, ça a explosé. Qu'aujourd'hui, ce que nous, on a mis 5 ans à faire, je pense que quelqu'un peut le faire en quelques mois, et voilà, c'est un peu le message qu'il faut passer, c'est que ça ne prend pas forcément 5 ans pour mettre en place une stack comme ça, quoi. Et justement, tu vois, si on veut mettre en place une stack comme ça, en gros, tu appuies sur un bouton, ça te fait ton audit, tu as le tout, et ensuite tu peux venir voir ton client. Alors attention, je ne te dis pas de me donner la recette de WeBloom, tu vois, mais en gros, quel serait le mindset, ou bien, tu vois, la démarche à avoir, les sources à consulter, tu vois, mais voilà. En gros, qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu vois, step by step, petit à petit, pour nous aussi, à d'autres niveaux, commencer à automatiser certaines choses, notamment ce que tu viens de dire là. Je pense que y a de plus en plus de no-code maintenant qui existent qui permettent de faire des choses assez intéressantes. Avec Make notamment, il y a des API pour scraper la SERP qui sont pas trop chères.
comme SERP API, etc. Donc ça, je le conseille. Donc avec un make, plus un SERP API, plus un Google Sheets, voilà, des API peu onéreuses, on peut déjà faire des belles choses. Ça, c'est pour le côté no-code. Après, moi, je suis plutôt team code quand même. Team geek. Ouais, parce que quand tu veux faire ce que tu veux, moi, je conseille un mec qui fait du SEO, qui démarre aujourd'hui et qui veut avancer sur ce sujet-là. Je leur conseillerais plutôt d'apprendre le Python, voilà, sur une formation en ligne type O'Clock ou le Wagon. D'apprendre le Python et de commencer à faire des petits scripts. Il y a plein de gens, j'ai cité Vincent Terrazi, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de GitHub qui traînent avec des bouts de code qui permettent de scraper, de faire des choses. ChatGPT, aujourd'hui, moi j'aurais rêvé d'avoir ChatGPT en 2018. Moi j'ai galéré sur Visual Studio Code à faire du Python à l'arrache sur Stack Overflow, etc. Aujourd'hui, moi d'ailleurs ça m'arrive aujourd'hui de le faire parce que du coup je me prends plus la tête. Avec ChatGPT, tu lui demandes fais-moi un cron job, fais-moi un script qui scrape la SERP grâce à telle API et fais-moi un groupement par similarité de mots-clés. Il te code le script. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est ma recommandation, c'est qu'à un moment donné, si tu veux vraiment être un SEO aguerri, je pense qu'il faut que tu passes par la case un peu formation Python parce qu'en plus, c'est vraiment beaucoup plus accessible que c'était à l'époque aujourd'hui. C'est clair. Et voilà, et tu peux vraiment faire du contrôle qualité grâce à ChatGPT, donc tu n'as aucune excuse. Mais sinon du Make, du Zapier, des API, ça peut faire le job aussi. Moi, je pense que le plus important, c'est la partie mots-clés. Nous, on a commencé par là, et je pense que c'est pas le hasard, parce que ça reste quand même la base du métier du SEO, c'est trouver les bonnes intentions de recherche pour tes clients ou pour toi-même. Et donc, c'est là où tu dois passer du temps au début, à écouter ton client ou ton boss si c'est un in-house, et à retranscrire ça, tout ce que ton persona a comme problème, le retranscrire en intention de recherche, et essayer de couvrir le plus de mots-clés possible. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est le truc que j'automatiserai d'abord, avant de la technique, avant l'édito, avant les backlinks, avant tout le reste. Justement, tu vois, regarde, on va prendre un cas de figure. Je suis un consultant SEO. Indépendant. La plupart des choses que je vends, ce sont des audits. Puis après, je sais que je vais capitaliser un petit peu plus sur mon accompagnement mensuel. Tu vois. Je suis pas aussi premium que WeBloom. Je me vends, on va dire 500 € par mois. Tu vois. Par quoi devrait-on commencer, tu vois, pour commencer, tu vois, à automatiser, tu vois, 2-3 petits trucs pour la recherche de mots-clés. Pour ensuite se concentrer un petit peu plus sur la partie clairement accompagnement de ton client. Attends, François, t'es là? Ouais, je t'ai perdu 2 secondes, c'est bon, je t'entends. Ouais. Je pense que la première chose que je ferais si j'avais comme ça un petit business, c'est pas d'automatiser en fait. C'est un peu contre-intuitif ce que je dis, mais parce que je viens de te dire qu'il fallait passer beaucoup de temps à automatiser. Mais je pense que la première chose qu'il faut regarder, et c'est un conseil qui vaut de l'or parce que je sais que de moins en moins de gens le font, c'est d'abord de regarder la SERP et de regarder, de sentir la SERP, comme dirait Laurent Bourrelli, et de saisir l'intention de recherche. Et parce que quand t'as peu de clients, tu vois, moi, si j'avais juste 2-3 clients, etc., je serais beaucoup moins dans un état d'esprit d'automatiser et de voir scaler le truc, etc. Donc, je pense que j'aurais beaucoup moins automatisé et je passerais beaucoup plus mon temps à faire vraiment de la deep expertise. Donc, vraiment le côté analyse de SERP, analyse de recherche, etc. Après, pour l'automatisation, voilà, la première chose que je ferais, c'est ça, c'est une API qui prend la Search Console, une API qui prend SEMrush ou un autre type Href, et qui regroupe ensemble les mots-clés et qui, si possible, grâce à ChatGPT ou grâce à un script maison, retraite les mots-clés par intention de recherche et me priorise tout ça pour que quand j'appuie sur mon script et que je commence vraiment la stratégie SEO, j'ai déjà une liste de mots-clés clean. Et ça, je pense que tout le monde vraiment... c'est hyper facile, ça, je pense qu'en quelques jours, tu vois, de dev, de test, n'importe qui peut mettre ça en place. Et ça, c'est accessible pour ceux qui savent pas dev, ou bien il faut quand même avoir des bases de Python pour le faire? Non, avec des API comme SEMrush, par exemple, elle est assez bien documentée.
tu vois. Mhm. Bon, il faut payer un peu SEMrush. C'est pas forcément la moins chère. Il y a peut-être d'autres API moins chères, type SEO Observer. Là, pour le coup, Ouais. je pourrais te dire laquelle est la moins chère. Mhm. SEO Observer qui est français en plus, donc c'est cool. Mhm. Ces API, elles sont bien documentées, donc avec un make ou avec des outils comme ça qui peuvent aller choper l'API, bah, tu peux faire un appel à API, prendre la donnée et ensuite la renvoyer grâce à l'API Google vers un Sheets, par exemple. Mhm. Tu vas être limité dans la. En fait, ce qui moi me fait plutôt pencher vers la team code et etc. C'est que tu vas pouvoir manier exactement comme tu veux. Par exemple, le keyword overlap dont je parlais tout à l'heure, c'est un truc que nous on a défini exactement quel était le chiffre d'overlap que nous on considère comme étant la cannibalisation. Ensuite, on veut avoir exactement les colonnes qu'on veut, les appeler comme on veut, pouvoir les envoyer là où on veut. Donc le code va te permettre une fluidité de sujet qui est beaucoup plus forte que si tu fais passer par un mec. Mais si tu es un petit consultant qui démarre, ça peut largement suffire, quoi. Ok, d'accord, ok. En gros, je résume un peu ce que tu nous as dit parce que ça vaut quand même de l'or, comme tu l'as si bien dit. API GSC ou bien Uber Suggest. Enfin, moi je recommanderais Uber Suggest, du coup, s'ils ont s'ils ont une API, ça coûte moins cher, tu vois. Ouais, Uber Suggest, c'est top aussi, ouais. Voilà. Search Console, API Search Console, API Super Suggest. Je mixe ça avec un make. Je pense qu'il y a pas mal de tutos sur le web qui montrent comment faire ça. Et avec ça, faire en sorte que les mots-clés soient sortis sur Google Sheet. À partir de ce moment-là, tu as commencé à automatiser un petit peu ta recherche de mots-clés. Puis après, le but, c'est de peaufiner ça encore et encore et encore jusqu'à avoir quelque chose qui tienne la route, quoi. Exactement. Voilà, c'est la base du SEO et je pense que tout le reste après, c'est du bonus, c'est du gadget. Waouh! Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, Monsieur Dragon, ici présent, vient de vous donner une giga pépite pour gagner un temps monstrueux et la même. Et en fait, comme moi, je suis un peu hacker sur les bords, hacker sur les prix, je peux même vous dire que ça, vous pouvez le vendre le même temps qu'un audit. Mais bon, je vous ai rien dit, bien entendu. Testez et faites-le en fonction de votre conscience. Voilà, wow, okay. Si t'es comme moi, tu vas te dire ça va me permettre de passer plus de temps avec mes clients. Ouais. Et d'autres vont se dire ça me permet juste de gagner en marge. Voilà, c'est ça. Ouais, mais dans tous les cas, tu sais, en fait, ça revient un peu à ce que je disais au début. Dans tous les cas, tu as quelque chose qui te permet d'apporter une solution et plus de bonheur entre guillemets à ton client. À toi choisir ton camp. Est-ce que c'est le camp marge ou bien est-ce que c'est le camp expertise? À toi de voir. Tu vois. Exactement. Moi j'ai choisi mon camp. Mais... oui, quand je vois que tu as pu refuser un deal à plusieurs millions potentiellement pour faire ce que tu veux faire, je vois que tu es bien droit dans tes bottes. Et c'est le plaisir à voir. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste 2 petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Donc ça, c'était vraiment la première étape, c'était automatiser les audits. Je pense que c'est le plus important. Après, on a step up sur plein d'autres choses et je pense que ce qui a fait aussi que ça a marché, c'est qu'on a automatisé plein d'autres choses. On a automatisé le contenu. Bon, ça, évidemment, je pense tout le monde s'y est mis là cette année, mais nous, on avait vraiment commencé un peu en avance. Et surtout, ça nous permet de tester pas mal, d'avoir de la data client. Parce que ça faisait peur au début. Tu vois, faire du contenu avec ChatGPT ou avec autres. On ne savait pas si ça allait ranker, on ne savait pas si Google allait pas nous pénaliser, etc. Bon, voilà, on a tué des sites avec du contenu IA pourri, et puis il y en a qui ont réussi. Du coup, on a eu pas mal de data, pas mal d'enseignements. Maintenant, on sait ce qu'il faut pour que ça marche. On a des super use cases avec Ergon notamment, qui est une bijouterie où on fait que du contenu automatisé. Avec PPF, qui est une grosse PME nantaise aussi. Voilà, donc on a beaucoup d'enseignements. Et maintenant, on fait du contenu automatisé. Tu vois, là, en décembre, on a fait plus de 100 000 mots ou 150 000 mots, je pense, délivrés à des clients. Et c'est pourquoi ça marche, c'est parce que c'est automatisé. Mais encore une fois, la promesse WeBloom, qualité, il y a une relecture par le consultant. Le consultant, il passe son temps à faire des trucs importants, c'est-à-dire le brief, la relecture, etc., le manage interne. Mais il est aidé par l'IA. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a automatisé. Et là, dernièrement, la troisième chose, un peu le endgame de l'automatisation, dont on avait un peu commencé à parler ensemble,
on est en train d'essayer d'automatiser, enfin de voir comment automatiser tout ce qui est transcription et compte rendu de réunion. Parce que on s'est rendu compte, je crois que c'était en Q3 ou Q4 2023, on a changé nos process. Maintenant, on fait vraiment point hebdo, point mensuel, point trimestriel avec tous nos clients. Du coup, nos consultants sont beaucoup en réunion. Mais c'est bien, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le but, c'est la forte valeur ajoutée, c'est passer du temps avec les clients. Mais le revers d'un médaille, c'est que du coup, leur semaine est pleine de réunions. Et ensuite, quand ils sont pas en réunion, c'est faire des comptes rendus, des to-do aux clients. Et en fait, c'était hyper long. Et puis, il y avait un risque d'erreur aussi, d'oubli, etc. Donc, on n'était pas fan de l'enregistrement vidéo sonore. En plus, il y a des clients qui refusent pour plein de raisons. Éthique, personnel, voilà, les gens n'ont pas forcément envie. Donc, on n'a pas creusé cette idée-là. Par contre, on a utilisé un outil qui s'appelle Tactic, et il y en a plein d'autres, qui fait de la capture, mais la capture ensuite disparaît, elle est temporaire, elle n'est pas stockée. Par contre, l'IA derrière analyse l'audio, et j'imagine que c'est des prompts type ChatGPT qui tournent derrière, hein, je sais pas à creuser. Mais en gros, toute la conversation, tous les audits, toute la discussion avec le client est analysée et ensuite transcrit en 2 temps. Premier temps, c'est les headlines, voilà ce qui a été dit, mais en synthétique. Et deuxième temps, voilà les to-do, voilà les trucs que tu as à faire comme consultant suite à ce qui a été dit. Par exemple, tu as parlé à un moment donné dans la réunion, mais genre, comme ça, autour de conversation, il faudrait que je te fasse un reporting. Hop, l'IA détecte que to-do, faire un reporting. Il n'y a pas. En fait, il n'y a pas. Vas-y. Donc, Vas-y. Non, vas-y, t'inquiète, fini. Je suis tellement chaud sur le sujet que c'est tout nouveau pour nous, mais en fait, on voit déjà le gain de temps. Encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, le but, c'est automatiser un max pour que nos consultants passent du temps à faire des trucs de qualité. Donc là, du coup, il a son compte rendu, il est sûr d'avoir rien oublié. Évidemment, il prend des notes quand même un petit peu, parce que tout n'est pas automatisable. Mais du coup, entre sa prise de notes manuelle et l'IA qui lui synthétise, on est sûr de rien oublier. Et ensuite, hop, on envoie ça dans un mail au client. Et le compte-rendu nous prenait vraiment du temps de ouf. Nos meilleurs consultants, en général, c'est ceux qui prenaient le plus de temps aussi pour faire les comptes-rendus. Et du coup, c'est du temps perdu, quoi. Et là, maintenant, en quelques minutes, on fait le compte-rendu, on l'envoie et hop, on passe à une tâche intéressante suivante, quoi. Donc du coup, pour cette IA-là, Tactic, t'as pas besoin de transformer la manière dont tu parles pour que ça puisse détecter 2-3 choses. Non, c'est vraiment Ok, donc du coup, tu parles naturellement et après, l'IA est chargée de détecter les choses à faire, les next steps, etc. Ouais, c'est un peu le but, quoi. C'est ça que l'IA a permis et qui n'était pas possible il y a quelques mois, il y a quelques années. C'est que vraiment maintenant, au même titre que l'IA fait du super contenu, même s'il faut le contrôler, et maintenant, les transcriptions audio sont d'une qualité assez bluffante. La première fois que tu utilises l'outil, il y en a peut-être d'autres. Hein. J'ai pas d'affiliation avec eux ou quoi que ce soit. Mais la première fois que tu utilises l'outil, tu as vraiment un effet waouh. Et là, tu vois maintenant tous nos consultants, tout le monde s'y met. Et je pense que ça va devenir vraiment un truc standard chez nous. Donc voilà, tu vois, vraiment l'audit, ensuite vraiment la partie contenu, ensuite maintenant la partie compte rendu. On essaie vraiment d'automatiser un max. Et après, entre-temps, évidemment, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas de l'automatisation, mais qui sont plutôt de la standardisation. Et là, c'est aussi des choses qui nous font gagner un max de temps, mais je pense que beaucoup d'autres agences font. Mais c'est tout ce qui est template, template d'avant-vente, d'après-vente, de devis. Maintenant, on a les devis, si tu veux, on appuie sur un bouton et les devis sont montés en fonction de ce que nous a dit le client et de ce dont il a besoin. On a un pricing automatique qui est fait. Voilà, donc ça nous a fait aussi gagner du temps. C'est pas vraiment une automatisation au sens IA, mais ça reste quand même une standardisation qui nous a fait gagner un temps fou. Les templates de pré-audit en avant-vente, évidemment, nous ont fait gagner aussi un temps fou. Ah bah oui, ouais, tu m'étonnes. Et puis voilà, puis on a aussi des templates de kick-off, de fin de vie aussi, d'off-boarding client quand le client nous quitte. Ce qui arrive rarement, mais ce qui arrive quand même de temps en temps. Voilà. Donc ça c'est des sujets plus d'agence classique. Mais évidemment, voilà, automatisation et standardisation, c'est les 2 choses qui vont vous faire gagner un temps fou et qui vont faire que vous allez passer du temps à forte valeur ajoutée. Et puis j'ajouterais, c'est pas que, parce que là on a l'impression que c'est le chef, le patron d'agence qui essaie de rentabiliser un max de trucs, c'est aussi pour le bien-être et le kiff
les consultants, tu vois. Ah bah c'est clair. Donc à la fois, ça leur permet de passer plus de temps à faire des trucs intéressants que à faire des extracts, des trucs. Et en plus, ça fidélise parce que franchement, les gens qui partent, on en a peu, mais des gens qui partent, ils savent qu'ils vont pas trouver le même degré d'automatisation, de confort forcément dans d'autres agences. Donc c'est un vrai argument de marque employeur, si tu veux, pour dire aux gens, rejoignez-nous, vous n'allez plus faire d'extract Excel, et en même temps, si vous partez, vous savez ce que vous allez perdre, quoi. Rejoins-moi, tu vas kiffer. Par contre, regardez les bloomers, voilà, vous savez ce que voilà. Voilà, dédicace pour vous les boomers, voilà, c'est pour vous ça. Dédicace à eux qui font un super travail, et c'est encore une fois, tout s'automatise sauf l'expertise, parce que c'est d'abord de l'expertise humaine. Donc une agence, faut le rappeler quand même, c'est d'abord l'addition des talents de chacun. Waouh, bah voilà, punchline, tu vois. Mais tu vois, en fait, j'aimerais juste revenir sur un point. Tu m'as dit en fait que chez WeBloom, vous avez maintenant des cases de sites qui ont été montés avec de contenu géré par l'IA, donc ChatGPT, etc. Tu vois, en fait, il y a un peu deux camps. Il y a le camp de ChatGPT, ça fait de la merde en création de contenu, et t'as le camp qui dit ok, moi j'utilise ChatGPT, mais il faudrait que l'humain passe derrière. Et moi je suis du camp numéro 2, tu vois. Il y a même ceux qui disent il faut pas le faire. Hein. Et il y a même ceux qui... Ok, il y a trois camps, et il y a ceux qui disent... On n'en parle pas sur ton podcast, c'est ça. Bah disons que eux, ça aurait été bien sur le podcast si je l'avais créé il y a 5 ans. Tu vois. Mais tu vois, typiquement, voilà, toi, maintenant que tu as du recul, maintenant que vous avez du recul par rapport à ça, tu m'as dit que vous avez généré 150 000 mots en décembre, c'est ça? Pour en création de contenu automatisé. Aujourd'hui, comment Google réagit avec ça, et comment vous, en fait, vous faites en sorte d'allier expertise et IA pour créer, en fait, du contenu? Ouais, c'est vraiment votre process. C'est vraiment l'alliance des deux, hein, parce que jamais on oserait mettre ça, enfin, sauf pour des use cases de test sur des sites comme ça un peu test, mais sinon jamais on oserait balancer ça sans contrôle humain. Et j'ai envie de dire, c'était pareil avant en fait, parce qu'avant c'était quand on externalisait du contenu, et on continue de le faire d'ailleurs, à des agences de contenu, il y avait aussi un contrôle. Je veux dire, jamais une agence balance un contenu sans relecture. Que ce soit un humain ou un robot en source, il faut relire. Ça c'est la première chose, disclaimer, voilà, relisez bien tout ce qui est produit. Et après, la deuxième chose, c'est qu'en fait, nous, on est parti du principe qu'on ne pouvait pas être dépendant que de ChatGPT. Déjà parce qu'on aime bien faire nos propres trucs, avoir tout au même endroit, et aussi parce que ChatGPT a un peu un syndrome il tourne en rond. Même quand il est connecté à Internet, ça reste Bing en plus, donc c'est quand même pas hyper frais. Donc on est parti du principe qu'on ne ferait pas de contenu avec ChatGPT. Donc ce qu'on utilise, c'est pas des secrets. Hein, moi, je pense que de toute façon, il faut dire tous ces secrets, c'est l'exécution qui compte derrière. C'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk qui disait que tous les brevets de Tesla étaient open source, et pourtant personne d'autre que lui fait des Tesla. Donc nous c'est pareil, donc je peux dire tout. On utilise OpenAI, on utilise même l'algo GPT-4 Turbo. Et puis on utilisera GPT-5 quand il sortira évidemment, c'est pas encore le cas. Et en fait derrière, nous on a nos propres outils derrière qui vont aller scraper Internet, la SERP, les mêmes outils dont je parlais tout à l'heure qui nous permettent de faire les audits sémantiques. Et donc en fait, si tu veux, c'est un peu ChatGPT mais survitaminé à la sauce Google. Et aussi avec des données fraîches de Google, parce que c'est quand même ce qu'on veut faire. Donc il y a du reverse engineering. Notre but c'est à la fois de limiter le risque, c'est-à-dire si on s'inspire des contenus qui rankent sur Google, on a moins de chances, enfin déjà on a plus de chances de ranker, et on a aussi plus de chances que ce soit frais et que ce soit ce que Google veut consommer. Et puis aussi on évite le syndrome qu'on a tous vécu de ChatGPT qui commence à tourner en rond, et en fait plus il tourne en rond et plus il adobe. Là au moins il part d'un brief frais et de gens qui rankent vraiment. Donc on a appelé ça WeGPT parce qu'on n'est pas trop humble. Tout est oui chez nous. On a les We Learn, We Cook, We Drink. Attention avec modération. Et on a le WeGPT du coup qui fait des contenus. Donc on a déposé la marque et tout ça. Et donc c'est un peu l'alliance entre ChatGPT. C'est comme si ChatGPT et Google avaient fait un enfant. Et donc on prend les 5 résultats qui rankent. On analyse vraiment le contenu de chacun de ces résultats, les patterns en commun, les angles manquants aussi.
Et avec ça, on génère automatiquement un brief. Donc on génère automatiquement le prompt, si tu veux, qui va ensuite être envoyé à OpenAI pour production de contenu. Et on est en mesure maintenant de faire plusieurs chaînes de prompts pour pouvoir faire des contenus jusqu'à 1500 mots, parce que c'était un petit peu le défaut de ChatGPT aussi. On n'arrivait pas à faire des textes très longs au départ. Et maintenant, on arrive à faire des textes de qualité de 1500 mots. Et cerise sur le gâteau, on peut même générer l'image, parce que c'est quand même sympa d'avoir une image de couverture. Avec Dali ou avec Leonardo, et qui sont des outils de génération d'images plutôt quali. Et puis après, c'est relu évidemment par le consultant et envoyé au client. Et ça nous permet de pouvoir générer, un client, on peut lui générer des centaines de contenus par semaine. Magnifique. Des centaines de contenus optimisés. Optimisés SEO. Ok. On a De des combien de mots à peu près? On va pas tous les tester parce que, en fait, comme c'est auto-briefé par la SERP, si tu veux, c'est pas trop le risque. Le risque, c'est plutôt la qualité du produit, genre connaissance produit, etc. C'est ça qu'on relie en fait. Est-ce qu'il dit pas n'importe quoi? Est-ce qu'il cite pas des marques cheloues, tu vois, des trucs qui concurrentes, etc. Le SEO, c'est pas trop un risque parce que c'est plutôt le risque qu'il soit suroptimisé à la rigueur, mais on a rarement le risque qu'il soit sous-optimisé. On fait quand même des tests, pas de tous les contenus, mais du coup, on fait des tests comme ça à l'aveugle sur SEMrush et sur Yotex Guru, qui font un peu les références. Et on a des super scores. Voilà. Les textes sont hyper carrés, tout simplement parce que, si tu veux, c'est auto-briefé par les résultats de la SERP. C'est de la reverse engineering, donc il y a peu de risques que ce soit pas optimisé. Et donc voilà, le seul risque, c'est que tu sois Nike et que ici Adidas, quoi. Et donc c'est ça que nos consultants évidemment checkent avant d'envoyer au client. Ok. Donc du coup, si je résume, en gros, aujourd'hui, tu peux créer du contenu avec des IA, si tu crées le bon prompt, on va dire, si tu relis derrière, et derrière, en fonction du feedback que tu mets, plus les spécificités que tu rajoutes, tu vois, pour être un petit peu plus humain, entre guillemets, là, tu peux générer du contenu que tu peux mettre sur ton site sans souci, quoi. Ouais, on a des clients qui... Alors c'est un peu triste, mais en même temps, ça va créer aussi d'autres métiers. Donc moi, je pense que c'est plutôt un jeu à somme positive, mais... C'est sûr que quand tu l'entends, c'est un peu triste. On a des clients qui nous ont dit on va se séparer de rédacteurs parce que votre texte est meilleur. Donc nous, ça nous fait plaisir. Évidemment, c'est pas le moment très social du podcast, mais en même temps, je suis sûr que ça va créer plein d'autres métiers, tu vois. Non, mais selon moi, tu vois, l'IA et tout, pour nous, ça crée d'autres chemins de pensée que soit on n'a pas développé, ou soit on l'a laissé endormir, en fait, tu vois. Par exemple, typiquement, je pense qu'aujourd'hui, la compétence la plus importante à développer, c'est la compétence de savoir poser des questions, savoir poser, en fait, savoir bien interroger les algos qu'on utilise, pour qu'ils puissent, en fait, nous fournir la meilleure réponse. Et je pense que là-dessus, en tant qu'être humain, si on arrive à faire ça, je pense que là, pour le coup, l'IA va être notre meilleur copain pour faire beaucoup plus de choses qu'on a dit là pendant une heure, je pense, hein. Ouais, je pense que les contrôles, quels qu'ils soient, vont être nécessaires. Nous, tu vois, le fait qu'on contrôle avec d'autres outils, les nôtres, avec la SERP, donc on l'enferme et ça nous protège parce que sinon on sait que l'IA part en vrille dans tous les sens. Il y a d'autres types de contrôles qui seront nécessaires, et je ne vais pas rentrer dans la politique, mais il y aura sûrement des contrôles. Là, je sais que l'Europe a voté des choses sur les certifications des sociétés qui devront prouver, etc. Donc moi, je pense que si c'est contrôlé, et c'est toujours comme ça, il y a des innovations qui précèdent des contrôles, et puis ensuite d'autres innovations. Je suis persuadé que si c'est bien contrôlé, non seulement ça va ranker, mais en plus ça va être des contenus de qualité qui vont apporter de la vraie valeur aux utilisateurs. Et tu vois, on est bluffé parfois de ce qu'on produit. Et on a des clients, on a fait le test avec des clients où au début on leur a pas dit que c'était de l'IA, et après on leur a dit évidemment, parce que quand même on va pas leur mentir, mais et puis des tests avec des humains, et en fait les gens avaient aucune idée de quel contenu était fait par un humain, voire même préféraient le contenu IA, quoi. Donc je pense que c'est aujourd'hui ne pas faire ça, refuser l'innovation, c'est uniquement forcément soit politique, soit un choix philosophique, tu vois. Parce que si tu penses business et valeur pour tes clients, t'as aucune raison aujourd'hui de pas le faire, quoi. Et si tu le fais bien. Je suis entièrement d'accord. Et donc du coup, tu vois, je vais juste terminer par ça parce que ça sera notre dernière question. C'est le dernier point que je vais aborder avec toi.
Ouais. Pour toi, aujourd'hui, en 2024, au moment où on tourne ce podcast, en 2024, qu'est-ce que doit être un consultant SEO? Wow, c'est la vaste question. Hey, hey. Il m'a pas préparé avant, donc j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Exactement, voilà. Bah, on a déjà dit pas mal de choses, je pense, qui rentrent dans la réponse. Mais pour moi, il y a évidemment tout ce qu'on a dit sur le service. On va pas le redire, mais c'est vouloir servir, satisfaire, parce que un consultant SEO, il bosse pas pour ses sites, il bosse pour les sites des autres. Il faut avoir une dimension de détachement et d'amour de l'autre. Sinon, ça sert à rien. Va faire tes sites d'affiliation, de dropshipping tout seul dans ta chambre. Tu feras sûrement plus d'argent et tu bosseras pour toi-même. Donc ça, cette dimension service, elle est essentielle. Et donc ça passe par du savoir-être. Tu vois, un consultant SEO, il y a quand même une dimension humaine. Il passe, comme j'ai dit, la plupart de son temps en call ou peut-être même en présentiel avec ses clients. Donc il faut quand même, tu vois, présenter plutôt pas mal, savoir s'exprimer, savoir expliquer des concepts parfois compliqués, parce que même si on fait beaucoup d'esbroufs autour du SEO et que c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense, ça reste quand même parfois des notions un peu compliquées, des acronymes, des algorithmes. Donc il faut savoir le dire comme si tu parlais à ta tante qui ne sait pas ce que c'est Internet. Donc ça demande un savoir-être et un côté un peu pédagogique assez fort. Et puis dernier point, je dirais une appétence quand même un peu geek, un peu tech. Donc ça, c'est des trucs qu'on a bien détecté. En général, en entretien, on demande est-ce que tu as déjà fait des sites par toi-même? Est-ce que on a quelqu'un chez nous qui avait été trésorier d'une asso. Tu vois, le côté un peu entrepreneur, un peu qui a déjà fait des trucs par lui-même. Ça, je pense que c'est essentiel en SEO, parce que c'est souvent, quand vous êtes in-house, vous êtes souvent, soit dans les grands, enfin, à part dans les grands groupes, vous êtes souvent le gars tout seul qui fait du SEO dans un coin. Donc, il faut être un peu un one team man, tu vois, où tu fais tout seul. Et puis en agence, tu es tout seul à gérer les clients. Donc comme c'est un métier qui demande tellement de compétences très différentes, il faut avoir ce côté un petit peu entrepreneurial. Voilà, le mec qui va faire de la veille, qui va tester des trucs, qui va être un peu tech, même si ça n'a pas forcément besoin d'être un gros dev, mais un peu le côté curieux, on va dire, qui pour moi est essentiel. Donc vraiment, service, savoir-être et pédagogie, et puis le côté curieux, quoi. Service, savoir-être, pédagogie, curieux, et après tout le reste, ça s'apprend. On dirait que j'ai préparé, mais vraiment, je vous promets, il m'a rien avoué avant. Honnêtement, c'est une très bonne réponse. Enfin, moi, j'appelle ça par... en fait, moi, des réponses comme ça, sorties comme ça, mais bien propres, structurées, j'appelle ça une réponse aux politiciens. Donc, c'est pas mal. C'était pas mal. Pas de politique, peut-être ça me prendra un jour, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de gérer une agence SEO que de faire de la politique. Ouais, je pense aussi. Et surtout par les temps qui courent. Hein. Waouh! Bah écoute, ouais, no comment. Voilà. Bah François, honnêtement, merci pour tous ces pépites que tu nous as données. Et du coup, là, c'est ma dernière question, tu vois. Mais en fait, c'est une question un peu, ce sera un peu ma question putaclic, tu vois, pour créer l'article autour de ce podcast. Combien de temps passe un consultant Weebloom à faire de l'analyse SEO? À faire un audit, tu veux dire? Ouais. Je pense qu'on... Attention à ce que tu vas dire, hein, parce que ce sera la première phrase du post LinkedIn qui va sortir. Tu vois? En fait, la tentation serait de te dire, après tout ce qu'on s'est dit, putain, le mec, il peut faire en 3 clics un audit SEO. Et en fait, en vrai, je pense qu'on pourrait faire des audits vraiment en 4 clics. En 5 minutes, tu vois. Mais, et paradoxalement, je pense qu'on est peut-être une des agences qui passe le plus de temps à faire un audit. Parce que du coup, le temps qu'on gagne va nous permettre, c'est encore très politicien, hein, tu vas me dire, le mec, il m'en fume, mais on va passer justement plus de temps à le faire. Donc non, un audit nous prend quand même 2-3 jours, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, là où dans les 2-3 jours, un mec, normalement, il va passer genre une matinée à faire des extracts, des trucs, des machins, des screenshots. On voit encore ça, hein. Chez les concurrents, on voit encore des screenshots de SEMrush et tout. Il va passer une demi-journée à faire ça. Nous, hop, le mec, il arrive et il est directement opérationnel. Et donc, il va passer vraiment 3 jours deep à faire un vrai audit de qualité, quoi. Ok. Un audit chez Weebloom, c'est 3 clics et 5 minutes. Mais c'est la réalité. Un audit Weebloom, c'est 3 clics et 5 minutes. Moi c'est ce que j'ai noté. Tu vas me donner une réputation horrible sur LinkedIn, je sens. Mais je serai là, heureusement, pour commenter et rétablir la Ne bossez pas avec ce gars, il vous enfume.
Non, non, bien entendu, c'est faux. Non, 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 en fait, non, mais je trouve que t'as super bien tourné ta réponse. En gros, 3 clics, 5 minutes pour te sortir la data, mais par contre, 3 jours pour te sortir quelque chose de réellement concret, cohérent, qui peut réellement aider ton client selon son problématique à lui. Tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'on prend un mois. En gros, on a 4 audits techniques, sémantiques, édito, backlinks. Et en gros, on met une semaine pour chaque, tu vois. Donc ça revient aux 3 jours, voilà, à peu près, plus les jours de réunion, etc. Une semaine par audit. Et au bout d'un mois, si tu veux, on a la strat totale. Et on a déjà fait plein d'allers-retours avec le client qui permettent ensuite, en mois 2, en mois 3, de lancer les opérations. Magnifique. Top. Bah, sur ces beaux mots de la fin. Merci. Tu vois. Merci à toi. Bah merci, tu vois, on a parlé un peu de l'avenir du consultant, tu vois, mais du consultant SEO, mais je vais juste revenir dessus, en fait, rapidos. C'est qu'en fait, là, on a parlé du consultant SEO, mais je pense que ça concerne un peu tous les métiers de service, tous les métiers de consultant. Je pense qu'il faut vraiment apprendre, par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis 1 heure, il faut vraiment apprendre, en fait, à savoir extraire de la donnée et à savoir faire parler tous ces outils. Et je pense que c'est une compétence, en fait, à développer pour le consultant de demain, pour qu'on puisse, en fait, se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, nous, en tant qu'être humain. C'est, bah, comme tu dis, de servir un autre être humain, ni plus ni moins, dans sa quête du bonheur. Ouais, je pense qu'en gros, il y a un changement de paradigme, clairement, et que toutes ces tâches-là, en fait, comme elles vont être automatisées et faites par des robots, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, quoi. Non. Concentrez-vous sur devenir putain d'expert sur un truc. Donc moi, c'est le SEO, mais tu vois, Clément, c'est le SIA. D'autres gars, ça va être le social media. Concentrez-vous, devenez des super spécialistes sur un sujet et sachez le transmettre. C'est ça qui va être clé. On est très loin du moment où l'IA, même s'il y a des deepfakes et tout, mais on est très loin du moment où un mec va être aussi bon que moi ou toi pour transmettre et donner envie, tu vois, de faire du SEO ou du SIA. Donc ça, si vous êtes bon dans ce domaine, vous savez le transmettre. Voilà, tout le reste, ça va être automatisé demain. Donc ça sert à rien de se focaliser dessus, quoi. Waouh. En fait, là, je viens d'avoir la sub-headline de mon lien LinkedIn. C'est comment devenir un super consultant en 2030. Tu pourras mettre le deepfake avec la grosse barbe blanche. Vas-y, je vais faire ça. Et tu lèves les cheveux. Ah non, et attends, putain, il est capable de le faire en plus. C'est ça que tu vas mettre sur LinkedIn en fait, à vous. Tu vas mettre une deepfake de vieux. Tu verras ce qui va se passer. En tout cas, merci vraiment pour l'invitation, la bonne humeur. Et puis malgré la bonne humeur, on a quand même allé vraiment profondément dans les sujets. C'est pas toujours le cas, donc merci beaucoup. Non, on a dit down. Franchement, honnêtement, t'as apporté énormément de valeur. Et je pense que franchement, cet épisode, ça va vraiment aider. Ça va vraiment en fait ouvrir des consciences aussi bien aux freelances qui nous écoutent qu'aux personnes salariées qui nous écoutent également, peut-être de revoir leur paradigme de travail pour toujours en fait donner plus de valeur ou pour facturer plus. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire. À vous de choisir, voilà. Mais ouais, en fait, ouais, je pense que tu as vraiment apporté beaucoup de valeur sur comment change notre métier et comment change en fait le consulting au global. Et ouais, je pense que d'ici 4-5 ans, les gens ils vont dire merci. Moi j'appelle ça le consultant augmenté, tu vois. C'est un peu le côté science-fiction, mais c'est un peu ça. C'est comment on peut être augmenté, facilité, plus puissant grâce à l'automatisation, grâce à l'IA, quoi. Waouh, voilà, sur ces bons mots. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon cher François? Bah déjà du bonheur, de la santé, pour la famille, pour tout le monde. Je pense que ça reste le plus important. Et puis après, voilà, la réussite pour les différents business, les podcasts, voilà, plein de choses qui arrivent en 2024. Ça va être une année excitante. Cool. Bah ok, bonheur, santé, business, voilà. Kiffe bien ta life. Franchement, tu mérites, mec. Toi aussi. Merci, à la prochaine. François, merci à toi, à la prochaine. Et puis voilà. Allez, peace. Ciao. Ciao.